Omówione najważniejsze sprawy związane z dalszą rozwojem Bonsoir à tous, c'est Cybercafé 2.0 et c'est la dernière de la saison, Brice. La dernière de la saison, et je tiens déjà à vous remercier de nous être restés fidèles toute cette saison. Alors au sommaire de cette émission, eh bien, des previews de jeux pour PC, pour PS2 et puis également un jeu underground qui s'appelle Ikaruga, voilà, et qui est tout à fait exclusif, c'est sur GameCube celui-là. Alors également, nous aurons un reportage sur computerlove.net, c'est un portail dédié au graphic design. Fait par des Belges. Fait par des Belges, et c'est un très beau travail avec déjà plein de gens dessus, donc qui mettent en ligne leurs œuvres, leur boulot. Et puis nous parlerons également du plan PC privé avec un invité, c'est-à-dire ce plan qui vise à faire payer partie de votre PC par votre employeur. Voilà. Qui lui immunise ça fiscalement. Voilà. En partie. Également, nous parlerons des vacances en ligne, la suite du sujet de la semaine passée, avec un invité, Dominique Gagny, invité Monsieur Testacha, qui nous parlera donc de la manière de réserver. J'ai testé les vacances en vrai. Oui, au péril ça s'est bien passé. Ah, oui. Je pourrais vérifier tout à l'heure si les conseils sont exacts. Ça s'est bien passé. Oui, ça s'est extraordinairement bien passé. Nous parlerons également d'un bouquin signé Jacques Follon. C'est un bouquin consacré à l'Internet et la vie privée en Belgique. Et puis tout de suite, nous allons revenir sur un sujet qu'on avait entamé également la semaine passée. C'était le DivX avec Vincent. Bah oui, Xavier, souvenez-vous, la semaine dernière, on avait parlé du DivX et on avait surtout expliqué comment regarder des fichiers DivX sur sa télévision. Cette semaine, pour compléter le sujet, nous avons invité Olivier Gaspard qui nous a envoyé un gentil mail la semaine dernière nous expliquant le DivX c'était bien, mais il n'y avait pas assez d'informations et ça aurait été pas mal que vous en disiez un peu plus. Alors Olivier, tu es spécialiste un petit peu du DivX puisque tu as créé ton propre site sur le DivX, un site perso, divxuniverse.be.tf. Et puis le DivX, tout d'abord, quelles sont un petit peu les origines du DivX? Ça vient du monde de l'Internet finalement, le DivX. Oui, disons que le DivX c'est un format de compression donc, qui permet de gagner de la place. Donc c'est un peu l'équivalent du MP3 par rapport à la vidéo, donc qui compresse le son en MP3, donc on a besoin de ce support-là, et l'image en même temps. Alors le DivX finalement, est-ce que c'est bien légal ou est-ce que c'est pas légal? On en a parlé la semaine dernière, je pense que le format DivX en lui-même n'est pas illégal, c'est plutôt la manière dont on l'utilise. Tout à fait, donc le DivX est légal dans le sens où on possède l'original, sous quelques supports que ce soit. Donc une cassette vidéo. Donc on peut avoir un film en DivX à la maison si on possède l'original en VHS ou en DVD. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et quelles sont les autres applications alors du DivX? Le DivX n'est pas seulement alors que de la vidéo, de grands films compressés en vidéo qu'on partage sur son ordinateur ou via des réseaux peer-to-peer. On peut en faire d'autres choses? Oui, tout à fait. On peut, disons que dans les familles, les gens qui ont des vidéos de leurs vacances ou peu importe, peuvent les mettre à ce moment-là sur CD. Et au lieu que ça se détériore, donc, ou alors les fans qui auront enregistré, je sais pas moi, des saisons entières dans leur, via la télévision, de leur feuilleton préféré, pourront à ce moment-là les mettre sur CD. Et les origines du DivX, c'était une première implémentation du MP4 faite par Microsoft dans son player Windows Media, et qui était en fait le format MP4 n'était pas encore finalisé, et ils avaient déjà fait une première implémentation de cet algorithme de compression qu'on appelle un codec. Et donc, c'est devenu le DivX. C'est un cadeau de Microsoft. Le DivX, en fait, c'est un schisme. un schisme. Donc, un schisme. Dans un excellent bouquin de Maurice Dantec que je vous conseille, Villa Vortex, mais c'est un peu gros. Oui. Alors, donc simplement pour dire que le DivX aujourd'hui est quelque part la version libre du MP4. Voilà. C'est à peu près la même qualité de compression. Donc autre application, Olivier, du DivX pour faire de la home vidéo, mais on se rend compte que les grands aussi du monde de l'hi-fi ou de la vidéo utilisent le DivX. Tout à fait, les sociétés de jeux, d'ailleurs vous en avez parlé dans une précédente émission, les intros de jeux comme Warcraft 3 ou les sociétés de jeux utilisent ce procédé, soit les intros, soit les cinématiques des jeux.
Donc les majors utilisent aussi ça pour faire des bandes annonces de leurs films. Par exemple, on peut dès maintenant aller sur le site et voir la bande annonce de Terminator 3 sur ce format-là et d'autres formats aussi. Donc je veux dire, il ne faut pas non Oui, donc plus... quand on télécharge une bande-annonce d'un film, un trailer, en fait c'est du DivX qu'il y a derrière. Pas toujours. Pas Il y a différents formats. Ça peut être du Real Player, du Windows Media, du DivX ou du QuickTime. Ah oui, quand Le c'est du DivX, on le DivX sait. est optimisé en quelque sorte D'accord. pour le téléchargement et puis le voir plein écran. C'est pas vraiment optimisé pour faire du streaming d'images en temps réel. Donc voilà. Toutes les infos sur le DivX, sur le site d'Olivier, divxuniverse.be.tf. Merci Voilà. Olivier. Merci à vous. Alors, PlayStation 2, les previews, puisqu'on avait fait la semaine passée. Qu'est-ce qu'on avait fait d'ailleurs GameCube. Oui, c'est ça. Voilà. Donc cette fois-ci, PlayStation 2, c'est parti. Ben non, c'était pas là. C'est parti pour 5 previews. C'est ça. Donc là, on commence tout de suite avec Onimusha 3 de Capcom, qui donne suite à cette saga bien connue des joueurs amateurs de jeux de baston. C'est donc un jeu d'action, une sorte d'éloge de l'art ancestral nippon, chargé de samouraïs et d'histoires en tout genre. Et la particularité de cette nouvelle version, c'est que on découvre Jean Reno qui est modélisé dans ce titre. Donc Jean Reno oui, est bien connu au Japon, qui est une superstar grâce au film de Luc Besson et compagnie. Un petit peu comme Mireille Mathieu. Oui, c'est ça, oui. Et Alain Delon Capcom a toujours été assez friand de ce genre de modélisation d'acteurs connus au sein de ses jeux, je dirais. Dans les 2 premiers épisodes, on avait droit à des stars de l'archipel nippon, et maintenant on trouve Jean Reno qui, dans un scénario un peu spécial, voit les aventures de Samanosuke plongé dans un Paris contemporain. Donc c'est un drôle de mélange. D'accord. On enchaîne avec un projet d'Ubisoft. Des champignons, les japonais. Oui, un maximum. Oui, on va dire, mais là, c'est Beyond Good and Evil, un titre d'Ubisoft qui avait cartonné avec Rayman. Et ils ne se sont pas arrêtés là en nous préparant un nouveau titre dont on annonce beaucoup de bonnes choses. Un monde totalement nouveau, assez futuriste, mais néanmoins féerique, où on découvre une jeune journaliste photographe du prénom, je ne sais plus son prénom d'ailleurs, qui va rallier une société secrète. Enfin, on ne sait pas encore exactement tous les tenants et aboutissants de ce scénario. On remarquera en tout cas que dans un premier temps, graphiquement, ça tient la route sur cette bonne vieille PS2. Il y aura différentes phases d'action et de déplacement dans le monde Illis présenté dans ce jeu. On aura la possibilité de voyager à pied, en overcraft, toute une série de choses. On nous annonce beaucoup de bonnes choses pour ce titre. Et c'est prévu pour mars 2003. Là, on enchaîne avec Zone of the Enders 2. 4. Oui, d'accord, pardon. Ouais. On enchaîne avec Zone of the Enders, qui est un titre parrainé par Hideo Kojima, donc créateur de Metal Gear Solid, qui devient parrain de cette série. Le premier titre n'était pas arrivé jusque chez nous en Europe, mais avait eu un bon carton au Japon. Et d'ailleurs, la presse est assez dithyrambique quant à cette nouvelle version sur PlayStation 2 qui fait la part belle à un cel shading assez travaillé et au combat de mecha. Aussi, on appréciera toute une série de cutscenes, de scènes cinématiques largement scénarisées, très travaillées, toujours dans le trip japonais préféré des Nippons, avec un caractère design et plein de personnages évoluant dans cet univers toujours très particulier. Sinon, niveau action, ça balance pas mal. Et... Oui, ça c'est encore une star nippone de variété. Ah oui, c'est ça très s'entend. particulier, Hein, oui. ouais. Et là, on retrouve Defender of the Crown, qui était un jeu mythique sorti en 86 sur Amiga, PC, Commodore et tout ça, qui rappellera pas mal de bons souvenirs à bon nombre de joueurs. Ça a un petit peu changé. Hein. Oui, ça a un peu changé. Le principe, c'est les développeurs de ce titre ont pour ambition de refaire un nouveau classique. Le succès de Defender of the Crown était basé sur une série de mini-jeux mettant en scène les aventures de Robin des Bois au travers de joutes, de tournois en tout genre et de sièges de châteaux. C'était évidemment très très romantique et on se sentait tout de suite investi du devoir d'aller délivrer une princesse enfermée dans une tour de garde. Donc là, on va un petit peu voir si la nostalgie fonctionne. Et on termine avec True Crime Streets of Rage. Comme ça sera plus simple, hein. J'assume pleinement mon excellent accent. C'est encore une stimulation. Non, c'est un
ça reprend le principe de l'incontournable GTA, donc ça se positionne entre Max Payne, GTA et dernièrement, j'oublie le titre, Dead to Rights. Particularité de ce titre qui se positionne directement dans la lignée de ses prédécesseurs, c'est que le scénario ici permettra de différentes fins et actions. On parle de 3 possibles. D'un autre, également, ça se passe donc entièrement à Los Angeles, qui est modélisé avec un certain style et propose toute une série de modes combat, voiture, en tout genre propre au jeu. On en annonce pas mal de bien de ce titre. D'accord. 2004 aussi. Oui, malgré le caractère trivialement une fois de plus, mais Ouais, d'accord. True un Crime. titre à suivre. Oui. Vincent. Par 2 fois. Par un, comment? Pas par 2 fois, une première fois pour le DivX et puis une deuxième Par 2 fois, oui, si tu veux. On peut le dire comme ça. C'est la deuxième fois, c'est Final Scratch. Alors Final Scratch, oui, jouer des fichiers MP3 via des platines vinyles. Ouais. Peut-être un rêve pour certains DJ, qui est désormais concrétisé grâce à un logiciel qui s'appelle Final Scratch. Alors ce n'est pas qu'un logiciel, puisque le système se compose à la base, surtout le cœur du système, eh bien, c'est une interface audio. D'un côté, vous y branchez 2 platines vinyles, les platines classiques et celles 1200 que les DJ connaissent, une table de mixage, et de l'autre côté, un ordinateur dans lequel sont stockés MP3 ou sous tout autre format audio, le tout via une interface, via une liaison USB. Alors, la subtilité du système, c'est que vous posez non pas des disques classiques sur vos platines, mais des galettes propres au système, sur lesquelles ne sont pas gravées de la musique, mais un timecode, des informations qui sont envoyées à l'interface, qui les renvoie à l'ordinateur, et lorsque vous sélectionnez un fichier audio, les variations que vous pouvez appliquer à la lecture de cette galette vinyle sont appliquées directement au fichier joué. Résultat des courses, lorsque vous augmentez la vitesse ou lorsque vous diminuez la vitesse, le fichier MP3 ralentit ou diminue. Et c'est assez bluffant. Pour l'avoir essayé, je vous assure que c'est assez bluffant. Tout ça se fait en temps réel, puisqu'on va le voir à l'image dans un instant, on pose les galettes sur la platine, on sélectionne un fichier audio, et puis on joue, on scratch. Et le son qu'on entend ne provient pas des platines, mais provient bien de l'ordinateur. Une aiguille particulière, non? Pas du tout. Une aiguille DJ qui permet de faire du scratch fonctionne très bien. Alors évidemment, si vous utilisez cette c'est assez étonnant, ouais. Ah oui, si vous utilisez cette galette sur une platine normale et que vous l'écoutez, vous entendrez du bruit, non pas de la musique. Le tout est renvoyé vers votre table de mixage et résultat des courses, vous pouvez mixer des fichiers MP3 d'un côté ou de l'autre, scratcher. Tout cela se fait en temps réel. De grands DJ ont utilisé ça. Un temps de délai, un lag entre le moment où tu bouges aucun. On va l'entendre. D'ailleurs, on le voit, il y a un moment, là je vais scratcher, et tout ça se fait vraiment. Le temps de latence est inférieur à la milliseconde, donc Voilà. c'est totalement pas perceptible du tout. Et pareil, tu peux avancer la Donc tête de il lecture sait à quel où tu endroit veux. tu te trouves dans le vinyle, et si tu avances, il sait que tu es plus loin dans le morceau. Résultat, on peut faire une soirée entière avec son ordinateur, ces 2 galettes, et si on le souhaite, on peut repasser au vinyle traditionnel en switchant sur Saturn Mixage, les sources, voilà, je choisis la source ordinateur ou la source clairement vinyle. D'accord. Alors, il y a récemment une version pour Mac OS X qui est sortie, puisqu'au départ, Scratch ne tournait que sous Linux, il fallait créer une partition Linux sur son PC ou sur son Mac. Et récemment, une version pour OS X est sortie et permet des interactions, notamment entre iTunes et Final Scratch, qui permet par exemple d'importer les bibliothèques de son d'iTunes vers Final Scratch. Donc fini les DJ avec leurs énormes sacs. Ça serait le bonheur. Ça serait le bonheur. Avec les vinyles. Parce que c'est Tu fort numérises répandu. tous tes vinyles et puis Voilà. 2 disques. Il faut quand même tester sur la longueur. Ça permet aussi de pouvoir réajuster les morceaux existants, rallonger en De les faisant un rééditer à sa MP3, guise. etc. et le faire comme un peu comme on le sent. Et vu que c'est quand même Plastic Man qui a lancé, qui a supporté le lancement de Final Scratch, ça va. Il y a des gens derrière. Oui. Combien ça coûte? Entre 600 et 700 euros, plus ou moins. Ça se trouve dans tous les bons magasins pour DJ. Et les infos sur finalscratch.com. D'accord, merci Vincent. 3 jeux PC maintenant avec JC, dont Blitzkrieg. Blitzkrieg, alors Blitzkrieg, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Donc maintenant,
On va pas vraiment pouvoir dire que c'est un RTS parce qu'il y a une petite subtilité par rapport au RTS quand classique. même. Un Beaucoup trop STR. simple. Oui, sinon ça serait pas drôle. Avec un peu de quoi? Alors non, avec un peu moins de en fait. Dans ce Avec cas-ci, un peu c'est moins de. un peu moins de gestion de ressources, même pas du tout. Donc c'est un jeu qui est essentiellement plutôt un wargame en temps réel, qui est donc axé uniquement sur toute la phase militaire, le combat, la guerre. C'est Jouer avec un réjouissant-là. titre pareil. Voilà, en plus avec un titre pareil, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Donc pas du tout de gestion de ressources, donc il ne faudra pas s'amuser à aller charbon et autre chose qu'on a l'habitude de faire dans ce genre de jeu. Mais par contre, on va pouvoir se focaliser essentiellement sur une vingtaine de batailles historiques qui ont été fidèlement ou plus ou moins fidèlement reconstituées dans la campagne du jeu. Ah oui. Alors il faut savoir que c'est pas un jeu à la base hyper accessible pour tout un chacun, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Le fait que ce soit essentiellement centré sur le côté action et pas de phase, je veux dire, de repos concernant la gestion de ressources peut peut-être être un peu déroutant. Pas de repos du guerrier, dirait Brice. Voilà. On pourrait dire ça. Est-ce qu'on peut inverser le cours de la bataille, puisqu'elle est historique? Ou bien on est obligé de Oui, perdre donc quand non, dans la sur vraie histoire on a c'est la perdu? localisation qui est historique donc, et les données de base. Je veux dire, après, Ah oui. ça devient un peu ce que vous en faites. Mais, C'est des objectifs à atteindre. Voilà, c'est ça, c'est des objectifs à atteindre qui sont, eux, Le lion de calqués Waterloo, par exemple. sur l'histoire. Voilà, Blitzkrieg, donc. Et donc, on va enchaîner, on va changer même radicalement de style. Évidemment, L'incroyable Hulk, voilà, le le Hulk. film arrive, Lui-même. donc Qui est un pseudonyme, hein. Son vrai nom c'était Nono, faut savoir ça. D'accord. ok. Donc, Hulk, qui est un jeu d'arcade essentiellement, un jeu de beat 'em up, c'est pas très fréquent sur PC, donc c'est la raison pour laquelle on en parle, puisqu'on est plutôt habitué à des choses un petit peu plus subtiles comme l'art de la guerre, comme ce qu'on vient de Qu'est-ce que voir ça veut juste dire avant. beat them up? Ça veut dire qu'il faut tous les frapper. Ah. En gros, oui. il Main n'y a dans pas la de gueule. question, voilà, de la simplicité même. Alors, finalement, pour un jeu qui est réussite, on va juste mettre un petit bémol par rapport aux phases où on incarne David Banner, donc qui est Hulk, mais quand il n'est pas vert. Puisque ce sont des petites phases de réflexion, des petits... comment tu disais ça fort bien. Oui, ça. Interlude, intermède. Non, des pousse la caisse à la Oui, Sokoban. pousse la caisse à la Pour ceux Sokoban. Pour ceux qui se souviennent de Sokoban, c'était un petit jeu où il fallait pousser des caisses et essayer d'arriver en faisant des combinaisons à tout aligner. C'est un peu une la même métaphore chose. pour initier ça. Hein. C'est pour initier. Prétentieux comme on Voilà. dit. Bah oui, voilà. Bah oui. Donc c'est le petit bémol, mais sinon, bon, pour ceux qui veulent un petit jeu facilement et qui prend pas trop la tête, enfin, n'attendez pas non plus à y passer plus de 20 heures. Oui, c'est pas mal parce que c'est édité par Vivendi, c'est ça? Oui. Ils sont pas connus pour Non. la qualité de leur jeu. Pour Voilà. une fois, ils font quelque chose de correct avec une licence. À moitié correct. À moitié correct. Enfin bon, ils Ouais. débutent tous. C'est des jeunes à Islande. C'est des petits jeunes qui faut les commencent. encourager. Ah voilà. Et en fait il devient vert et musclé quand il est en colère. Oui. C'est ça. Généralement, on dit fâché tout rouge, mais là, ça ne marche pas. Ouais. C'est plus- Voilà, c'est ça. C'est le géant vert d'une Ouais, certaine c'est manière. C'est Jeu celui du dont maïs, hein. Faut pas confondre. le dernier. S'il vous plaît, là. Un peu de Les On gens respect. reste dans le vert, on reste dans les génies verts. Alors Ghostmaster, ça, c'est un jeu dont on n'a pas beaucoup entendu parler avant sa sortie, qui sort un peu de nulle part, qui est édité par Empire Interactive et qui est une sorte de Dungeon Keeper version moderne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Dungeon Keeper. Ah, où C'était tu ce devais jeu où on contrôler devait les contrôler démons. un donjon devais- avec ses monstres, Voilà, etc. et et tu essayer de- contrôlais les méchants pour faire peur. Voilà. Et là on va contrôler les On fantômes. va contrôler des fantômes dans les maisons et donc le but du jeu, ça va être à partir d'une équipe qu'on va pouvoir faire évoluer, c'est de faire peur en fait à des habitants. Ici, en l'occurrence, c'est un dortoir pour jeunes étudiantes. C'est le premier niveau, je n'ai pas choisi. Oh, un dortoir pour jeunes étudiants, t'es déguisé en fantôme, tu dois leur faire peur. En Imagine. fantôme, en monstre, en fait autre rêver, hein, chose. ça. C'est génial. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que personnellement, j'ai commencé par un simple spectre. Et vous allez voir qu'après, j'ai trouvé quelque chose de nettement plus efficace. Oui, Ah bon comme dans Dungeon Keeper, on peut se mettre aussi à la place des personnages et voir ce qu'ils voient. J'ai trouvé quelque chose de plus efficace pour les jeunes étudiantes, à C'est savoir toi des qu'on entend à araignées. l'arrière. Est-ce Voilà. que c'est sexué un fantôme? Non, Ou bien c'est comme les non, anges? Xavier, les fantômes Bonne n'ont pas de question. sexe, c'est Non, bien je connu. pense pas. On est tellement candide. Ah ouais. Ça t'intéresse pas tout C'est ça. pas des questions qu'on se pose quand on joue en général. C'est ça. Voilà, donc c'est édité par Empire Interactive, ça sort Pas quand vous jouez, mais bientôt sur PC. Et a priori, on en reparlera peut-être quand on aura eu l'occasion de le terminer. Mais c'est en tout cas plus que prometteur pour les premiers niveaux en tout cas. Et pour ceux qui ont bien tripé sur Dungeon Keeper,
dans la pâte. Mais il y a autre chose qu'un dortoir de jeunes filles. Oui, oui, il y a plein de D'accord, combattre des maisons, etc. Ghostbusters. Et c'est évidemment de plus en plus difficile. Là. D'accord. Merci Jean-Christophe. Nous parlions des vacances en ligne la semaine passée, mon cher Dominique. Eh bien, nous allons en parler encore. Et tu es un invité. Absolument, parce que choisir ses vacances sur le web, c'est bien, mais il faut être particulièrement attentif aux prix, aux conditions, aux possibilités d'annulation. Et on va le voir par la suite, c'est plus que jamais une vérité. Alors, on va d'abord commencer par une petite visite sur un site qui s'appelle Connexion, de l'agence Connexion. Alors, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de reproches à faire, les explications sont peu claires. Le langage est tout sauf informatif, c'est de la publicité déguisée, voire tout à fait affirmée. Les mécanismes de réservation sont très très complexes. Rien que pour réserver un simple vol, vraiment, il faut un minimum de connaissances. Et il ne faut rien oublier parce qu'on ne vous le pardonne pas. C'est un melting pot de langues incroyable. Les textes français et anglais sont mélangés. Et quand on fait glisser sa souris, on s'aperçoit que c'est du néerlandais. Donc tout ça pour bien s'y retrouver. Et enfin, les procédures d'annulation sont quasiment introuvables. 15 minutes pour avoir quelqu'un en ligne, pour avoir des explications, et les emails sans réponse, bien évidemment. Ils sont victimes de leur succès ou ils ne veulent pas de Non, clients? je pense que le web n'est pas un investissement prioritaire. Je pense aussi. Ah oui, c'est ça. Non, mais le call center, Ouais, non, mais on est d'accord. Ouais. Mais le call Il faut center aller sur place. Le call center renseigné sur la homepage du site, hein, c'est le Non, ils premier sont très contexte. ciblés jeunes. Ben oui, en fait, le problème, c'est qu'on s'aperçoit que le cas de connexion est loin d'être isolé. Et donc, justement, il y a une très très belle étude qui a été réalisée, commanditée par la communauté européenne et réalisée par une association de consommateurs dont on va reparler, des locations de voitures, des séjours au soleil et de chambres d'hôtel à Bruxelles et à Ostende. Et pour en parler, eh bien, et pour nous dire si Internet est définitivement plus facile et moins cher, on a avec nous Jean-Philippe Ducard, qui est porte-parole de Testachat. Bonsoir. Bonsoir. Et qui on a tout de suite envie de dire qu'est-ce que vous avez fait comme découverte lors de ces enquêtes, puisque c'est Testachat qui a réalisé. Des découvertes positives, des découvertes négatives. Quand on voit connexion, c'est vrai que c'est plutôt négatif, c'est-à-dire que ça sert à rien finalement de réserver online. On va aussi sur certains sites vers une agence de voyage, donc c'est pas une réservation online proprement dite. Il y a des choses positives, c'est que ça permet quand même les sites internet de comparer plusieurs des formules intéressantes, et donc de faire du shopping. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est surtout un moyen d'information, un outil de comparaison, mais pas nécessairement un outil de réservation. Donc ça, c'est un peu Parce qu'il y le a même problème. des sites qui font les recherches à votre place, quoi. Oui, tout à fait. Des sites de comparaison de prix. Donc il y a de gros tours opérateurs, par exemple, qui ont permettent de calculer le prix du voyage, d'avoir toute une série de formules de réservation disponibles. Mais il reste aussi les problèmes qu'on dit, on a fait des découvertes négatives. Par exemple, un gros problème, c'est la confirmation de la réservation. Il faut parfois attendre des jours et des jours avant d'avoir la confirmation de la réservation, alors que c'est bien le moins. Des problèmes au niveau de l'annulation, on ne connaît pas les modalités d'annulation de la réservation. Il y a des doutes aussi sur l'exercice éventuel du délai de réflexion. On sait que sur Internet, lorsqu'on achète à distance, on a un délai de réflexion de 7 jours. Commerce, c'est pas toujours dit, on ne sait pas si c'est applicable ou pas, parce qu'en matière de voyage notamment, lorsqu'on réserve des tickets d'avion, on réserve une nuit d'hôtel, normalement on n'a pas ce délai de réflexion, mais il faut le préciser. Mais toutes ces informations, on ne les retrouve pas toujours systématiquement, et c'est très problématique pour celui qui veut être au minimum au courant de ses droits. Est-ce que vous êtes penché sur les prix? Est-ce qu'Internet est moins cher? Non, Internet n'est pas nécessairement moins cher. Donc on a fait cette enquête à la fois, donc on a comparé les prix selon les méthodes classiques, en agence de un guichet d'aéroport et sur Internet, et on voit que c'est parfois moins cher, parfois plus cher. Donc il n'y a pas une conclusion générale pour dire oui, Internet serait moins cher. Il y a aussi sur Internet, par exemple, l'obligation pour le consommateur de payer les frais de dossier, les frais de réservation. On pourrait croire que justement, en passant par Internet, c'est moins cher, qu'on va éluder, qu'on va économiser, épargner ses frais. Pas du tout. Ce n'est pas une règle générale. Donc là aussi, il y a sans doute encore du progrès à faire. Que recommander aux internautes, aux consommateurs, à nos téléspectateurs? Pour se faire une idée des destinations, des formules de réservation, des possibilités, des prix également. Un outil de comparaison, un outil d'information remarquable. Les sites évoluent positivement, mais au niveau de la réservation, il y a encore beaucoup de prudence à avoir. Je pense principalement aux questions de vie privée. On ne vous dit pas, par exemple, ce qu'on fait de vos données à caractère personnel. On ne vous dit pas quelles sont les modalités de paiement. C'est toujours la fameuse carte de crédit qui est utilisée avec les aléas, les
aspects qui doivent encore être améliorés, mais c'est un bel outil de comparaison. Les critiques que vous faites maintenant, ce sont les critiques en général sur C'est pour toute le commerce transaction électronique. du commerce électronique. C'est pas Exactement. particulier au voyage. On est bien La carte de d'accord. crédit, les données confidentielles, quand vous On est- achetez sur n'importe quel site d'e-commerce, c'est le même problème. On est bien d'accord. La seule chose, c'est que pour les sites internet, par exemple, des grands tours opérateurs, on vous renvoie quand même encore trop systématiquement vers les agences de voyage. Donc on vous oblige à aller sur place, on vous oblige à envoyer des fax, on vous oblige à téléphoner. Donc on ne permet pas la procédure online. C'est important, Brice, que l'achat de voyage est le premier achat Internet des internautes belges. Bah oui, C'est une question sensible, donc Ouais, c'est pour ça tout à que... fait. Ça veut dire aussi qu'ils y trouvent leur compte quand même, malgré les critiques que vous faites. Ils font Oui, confiance, on va dire. ils sont satisfaits quand Voilà. même. Donc d'après une enquête qui n'est pas une enquête de Testachat, mais du secteur, il y avait quand même 9 internautes sur 10 qui étaient satisfaits. Et il y a énormément de gens maintenant qui réservent des tickets d'avion, des tickets de train. C'est-à-dire que sur Internet, ce qu'ils font essentiellement, c'est du vol sec. Oui, C'est-à-dire qu'ils c'est achètent juste exactement. le billet d'avion. C'est ce que des tickets de train principalement, mais pas encore, par exemple, le voyage à la carte ou le voyage organisé. D'accord. C'est la fin de cette première partie de Cybercafé 2.0. On revient après la pub avec le reportage sur Computer Love, avec le bouquin de Jacques Follon sur la vie privée et l'Internet, justement. Et puis avec un sujet sur le plan PC privé et aucun jeu. Si, du jeu en direct. Ah oui, Du jeu en direct. Ikaruga, Ouais, oui. C'est perdu ma exclusivité GameCube. À tout à l'heure. Chez Campina, nous avons cherché, étudié, testé, afin de trouver une alimentation naturelle et équilibrée pour nos vaches. Pour qu'elles donnent un lait plus équilibré. Naturel et plus équilibré, de Campina. Qu'est-ce qui dure plus longtemps? Duracell ou une pile ordinaire? Lors des tests, les piles ordinaires ne tiennent pas la distance. Duracell dure jusqu'à 4 fois plus longtemps. Et maintenant, à chaque pile Duracell sa couleur pour trouver en un clin d'œil celle qu'il vous faut. Il ne suffit plus d'être le plus grand, il faut aussi être le meilleur. SKM est le leader du prêt-à-porter de marque pour toute la famille. Nous vous proposons un maxi choix de milliers d'articles d'été à mini prix. Venez le matin et nous ferons immédiatement vos retouches, le temps pour vous de prendre un lunch ou un café. SKM et ses SKM, A12, Boomsestenweg, Artselaar. Young Driver, parce que la vie est trop belle. Le festival Couleur Café, les 27, 28 et 29 juin. Festival Couleur Café, les 27, 28 et 29 juin à Tour et Taxi. Avec Paul-Henri Verdonck et un invité. Bonsoir Paul-Henri. Bonsoir. Paul Henry. Ça fait beaucoup plus chic. Hein. Paul Henry. Nous parlons de l'opération Plan PC privé. Exactement, une opération lancée de manière totalement légale par le gouvernement. C'est-à-dire c'est une défiscalisation du matériel informatique qui est payé soit en entièreté, soit en partie aux employés par les entreprises. D'accord. Donc ça permet aux employés de recevoir un joli cadeau sur lequel ils ne doivent pas payer de taxes. Est-ce que le PC doit être utilisé à des fins privées ou est-ce qu'on peut se servir de ça pour équiper son entreprise de PC en les offrant soi-disant personnel? Ah non, on fait ce qu'on veut puisque c'est chez soi, c'est chez l'employé que le PC va se trouver. Donc lui va faire ce qu'il veut. Il peut travailler pour l'entreprise. Il peut travailler pour l'entreprise aussi. Est-ce que le PC appartient à l'employé ou à l'entreprise en fait? À l'employé.
de cette initiative gouvernementale, on veut le dire comme ça. Il y a une initiative privée qui vient en support et qui s'appelle e-Home et qui est, on peut l'appeler une sorte de consortium commercial qui réunit Intel, Microsoft, Belgacom et HP. Et donc Vincent Cornet est venu nous en parler. Il est responsable des licences chez Microsoft. Comme vous pouvez le voir sur le site e-Home, on a fait une enquête pour voir comment les entreprises réagissaient à ça et quels étaient leurs facteurs, la motivation derrière. Le côté cadeau pour l'employé, c'est cet aspect-là. C'est trouver une manière qui ne coûte pas trop cher, de faire plaisir, de rendre, de rétribuer ou de bonifier les employés d'une entreprise à travers un PC qui est perçu comme très haute valeur ajoutée pour l'employé lui-même. Donc l'employé Il est vrai que quand on veut offrir un bonus à un employé en Belgique, il est taxé. Ça coûte terriblement. Ça coûte terriblement cher à l'entreprise. Et donc l'entreprise est à la recherche de tout moyen qui lui permettrait d'atteindre cet objectif sans être pour autant sans n'importe quel ordinateur, pas spécialement de PC avec ces marques-là. Ça peut être des ordinateurs d'autres marques. Ici, c'est vraiment un consortium qui vient proposer une solution aux entreprises, mais les entreprises peuvent le faire avec n'importe quelle marque de PC, n'importe quel équipement et n'importe quel opérateur ADSL, puisqu'ici Belgacom vient en tant que fournisseur d'accès par ADSL. Parce que l'abonnement, la connexion Internet est aussi défiscalisée. Et elle est dedans aussi. Oui. Et donc cet aspect des défiscalisations, c'est faire des cadeaux à ses employés sans devoir considérer ça comme un avantage social sur lequel elle est taxée. Et l'employé, d'un autre côté, dans un cadre très bien défini dans la loi, reçoit ce cadeau ou participe, puisque ce n'est pas nécessairement un cadeau complet, sans avoir de... Eh bien, la remarque est bonne parce que cette loi a été passée en décembre et puis elle n'a été publiée au Moniteur que très récemment, je pense, il y a de ça. Je crois que depuis décembre, je fais une quantité d'ordinateurs. Et c'est effectivement rétroactif au 1er janvier. D'accord. A été voté et mis en place parce que, bien en Belgique, on a quand même un taux de pénétration au niveau des ménages qui est en dessous de la moyenne européenne. Un taux de pénétration des ordinateurs. Des ordinateurs. Je l'attendais, celle-là. Il y a un taux de connexion Internet des ménages qui est aussi en dessous de la moyenne européenne. C'est 42% pour les ménages équipés en ordinateur et 32% pour les foyers équipés d'une connexion Internet. Ça, c'est la moyenne belge ? C'est la moyenne belge. Et la moyenne... Merci pour cette précision, Paul-Henri. Mais ça peut être vu aussi comme une plus grande flexibilité dans la manière de travailler. Et tout le monde connaît ces exemples je pense que tout le monde est gagnant si un employé commence sa journée pendant 1 heure à faire ses rapports, à remplir ses fiches, à lire ses emails pendant que tous les autres sont dans les fils rue de la Loi. Et puis il rejoint le bureau 1 heure après, un moment où ça lui prend 10 minutes. C'est tout du temps de gagner. Une autre information, mon cher Paul-Henri. L'interconnexion. MMS, c'est donc pas ces petites pastilles chocolatées qui a le rappeler. Non. Il y a l'apostrophe en moins. Il y a les rouges et rien nous sera épargné. L'instock, il faut que ça passe. C'est le best-of. Repars en vacances, Brice. Tu n'es pas tout à fait bien reposé. Ils vont pouvoir se reposer pendant 3 mois. Donc MMS, c'est le MMS, c'est ce SMS, ce super SMS multimédia. Multimédia Messaging System. Service. Voilà. Donc ce sont des SMS dans lesquels on que les 160 caractères, on peut mettre des photos, on peut mettre du son, on peut faire plusieurs pages et tout ça. Et pour l'instant, quand on était un abonné soit de Proximus, soit de Mobistar, on ne pouvait envoyer des MMS qu'aux abonnés du même opérateur. Il y avait un schisme. Exactement. C'était un schisme. Ouais, il y avait un schisme entre les opérateurs. Il l'a mis. 2 fois déjà. Oui, d'accord. Donc, cette semaine a été annoncée l'interconnexion des 2 réseaux, c'est-à-dire que maintenant, si on est un abonné Mobistar, on peut envoyer. C'est pas encore ça qui va révolutionner le monde de la téléphonie mobile parce qu'on a beaucoup de soucis avec le MMS, notamment encore le prix des téléphones qui est relativement élevé, ça tourne toujours aux alentours de 500 €, c'est encore très cher. On a des gros problèmes de compatibilité entre marques de GSM, c'est-à-dire que si on a un GSM d'une marque et qu'on envoie un MMS et un GSM d'une autre marque, il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas. C'est quand même assez dommage.
sujet pour les MMS comme les Sony Ericsson, les Nokia, il n'y en a pas. Et les formats ne correspondent jamais. Alors, d'un téléphone à l'autre, parfois c'est vertical, parfois c'est horizontal, etc., etc. Donc, c'est pas toujours très... Et alors, il y en a qui supportent le son, d'autres pas. Dans des formats différents. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle que ce soit compatible entre les deux opérateurs. C'est déjà ça de gagner. C'est déjà ça de gagner. Mais la Après, technologie on verra. n'est pas encore tout à fait mature. Et en fait, ce qui risque d'arriver, c'est que les propriétaires actuels de GSM MMS vont peut-être devoir aller pour pouvoir arriver au standard qui sera peut-être un jour complètement défini de A à Z. Parce qu'en gros, pour l'instant, on travaille encore avec des brouillons. C'est comme ça qu'ils le disent, avec des drafts. Bien. Puis on est quand même toujours à 50 centimes le MMS. C'est pas gratuit. C'est cher pour une photo qu'on ne voit pas de l'autre côté. Évidemment. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de la qualité des écrans de GSM, mais pour la plupart, c'est quand même très difficile de voir ce qu'il y a sur une photo. Avec Paul-Henri Vordon. Nous allons maintenant faire une petite incursion dans le monde du graphic design avec un site qui est un portail, qui est belge. C'est computerlove.net. Reportage. Cartridge Hamilton, une association internationale de graphistes, a récemment mis en ligne le site Computerlove. Computerlove, Computerlove. Une librairie de référence de travaux de design graphique, donc l'art visuel au sens large, mais quand même dirigé autour du design graphique, donc la mise en image d'un message, avec l'utilisation des ingrédients classiques des arts visuels, donc de la peinture au graffiti, en passant par la typographie. Computerlove, c'est le Connect qui représente l'utilisation basique de Computerlove, c'est-à-dire que je viens, j'ai quelques liens de l'actualité du design graphique et des arts visuels, donc des liens vers d'autres sites, ou alors de l'actualité type offre d'emploi, exposition à voir, bouquin à acheter. Ensuite, il y a le Create qui lui représente la création, les gens qui et le share qui enveloppe le tout est assez logique puisqu'en fait c'est la communication et les échanges entre les gens qui exposent, les gens qui viennent pour voir les expositions et donc voilà. Alors on voit ici un utilisateur qui est à Paris ou alors quelques-uns qui sont à Bruxelles ou en et les gens qui créent. Voilà, exactement. Donc une des fonctionnalités qui à mon avis, est très intéressante pour quelqu'un qui s'enregistre sur Computerlove, c'est de pouvoir laisser son appréciation par rapport à une news qui est dans la newsboard. Par exemple, il y a 2 jours, Simone, qui est un Italien, a mis en lien le site de Nikon. Et les visiteurs ont donc laissé leur appréciation. 3 dimensions qu'il n'a jamais vues. Et alors Jérôme enchaîne tout de suite sur une remarque par rapport à la typographie. Donc c'est vrai que l'effet est intéressant sur le site, mais au niveau typographique c'est assez pauvre. Les visiteurs ont poussé le vice jusqu'à aller retrouver les photos dans les image banks. Et donc la newsboard c'est aussi marrant. Computerlove, Computerlove. Par exemple cette vidéo. Ce n'est pas un pistonné, non. Il a découvert le système comme tout le monde et il a mis en ligne une vidéo et qu'on apprécie énormément. Il y a énormément de commentaires de gens qui disent que ça confirme l'idée qu'il faut être sélectif
Et pour épargner le temps des visiteurs, il faut choisir le meilleur. Dans les utilisateurs qui nous ont aidés pendant la phase test, nous avons entre autres contacté Michael Place, qui est un ancien designer Republic. Designer Republic, c'est la référence. Hein, ils ont marqué leur époque. De tout son portfolio et de ce qu'il fait depuis 3 ans, donc depuis qu'il a quitté Designer Republic. I call this number, I call this number. For data date, for data date. Il a aussi laissé la possibilité aux visiteurs de télécharger une version haute résolution. Il pratique un design très précis et il souhaite que les visiteurs rentrent dans sa création. On savait qu'il allait y avoir du monde qui allait venir voir puisque le projet s'est fait attendre. Maintenant, sur la réelle utilité du projet, je pense qu'il faut encore un petit peu attendre. Il faut voir si notre idée de sélection et de bibliothèque de référence tient la route. Maintenant, on l'a fait par conviction. On verra. Love.net, c'est donc entièrement gratuit, donc allez vous inscrire et allez visiter ce portail consacré au web design. Et non pas au cybersexe comme on aurait pu le croire au départ. Exactement, exactement. Je te sens déçu là. Oui. Non, pas du tout. C'est Moi, beaucoup moins gratuit, non, mais les portails consacrés au cybersexe. On m'a dit on va te parler de l'amour de l'informatique, de l'amour des ordinateurs, et puis finalement c'est... Non mais je salue Frédéric, voilà. Alors maintenant nous allons parler d'un livre avec Renaud Larsen. Oui, Jacques Follon. Et il est présent sur le plateau. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors quelque chose de tout à fait extraordinaire dans l'ouvrage, 2 petits chiffres qui ont probablement une corrélation entre eux, et Jacques le confirmera. Il y a à peu près 50% des internautes belges qui refusent d'acheter en ligne, et il y a à peu près 55% des sites belges qui ne respectent aucune réglementation concernant la vie privée. Et là, effectivement, je suis un peu... précaution, pas de déclaration, les informations qui sont publiées dans le About Us sont très peu claires. Est-ce que là, il y a une corrélation concernant ces 2 aspects, le refus d'achat et en même temps le non-respect des réglementations en matière de vie privée? En tout cas, c'est ce que les internautes disent toujours. Quand on leur demande pourquoi ils n'achètent pas, on a quasiment chaque fois cette référence à la peur d'utiliser des données personnelles, la peur d'utiliser souvent en premier lieu comme frein à l'achat sur Internet. Et ce que j'essaie de faire dans cet ouvrage, c'est donner des réponses pratiques tant aux internautes qui s'intéressent à ce qui se passe avec les données personnelles, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a, indépendamment des sites sur lesquels on laisse ces données, toute une série de modalités techniques qui permettent de prendre des données personnelles de consommateurs sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et donc là, il y a des choses tout à fait intéressantes. Je donne juste un exemple qui est ce qu'on appelle les spyware. Ça se vend en vente libre. Je sais pas, votre conjoint qui a quelques soupçons sur votre comportement, qui va installer sur votre PC un spyware qui va prendre note de tout ce que vous allez faire sur votre PC. On vend même des claviers qui enregistrent ça de manière hardware. Tout à fait, aussi. Donc il y a toute une série de choses et je dirais qu'il y a des questions qui se posent et donc ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de faire une espèce de panorama clair, enfin du moins je l'espère, expliquant un peu comment tout ça fonctionne. Il y a une question sur les cyborgs. Sont-ils espionnés en permanence? Et non pas les cyborgs dans les films de science-fiction, non pas dans les jeux vidéo, je dis ça pour les réveiller, mais carrément les cyborgs dans la réalité. Car il existe déjà des pacemakers, des défibrillateurs qui sont qui sont mis dans le corps de certains patients, voilà, et qui sont connectés en ligne en permanence. Et la question, est-ce qu'on va enregistrer ces données, les utiliser? Donc le spamming... Ce qui a été fait aux États-Unis de puces
qui est inséré sous la peau qui permettait au départ de contrôler les adolescents ou les enfants pour savoir s'ils rentraient bien sur le chemin de l'école. Et donc, on est déjà, ça a l'air d'être quelque chose de relativement futuriste, mais on est déjà, je dirais, dans la réalité, ce genre de choses existe. Alors pour en finir, ma dernière question que je voulais te poser, finalement cette initiative du consortium Microsoft par rapport à la vie privée, est-ce qu'il n'y a pas insu de notre plein gré si on reçoit un PC venant de notre employeur? C'est une excellente question. La seule chose que je peux dire, c'est que je ne connais pas la politique de Microsoft par rapport à ça. Ce qu'on peut dire dans le dernier programme, en tout cas, qu'ils ont développé, qui était en fait leur plateforme Média 9, ils ont mis, et ça c'est intéressant par rapport à la vie privée, ils ont négocié avec le gouvernement allemand la politique de vie privée qu'ils mettent en place au niveau mondial. Et pourquoi le gouvernement allemand? Parce que c'était celui qui était allé le plus loin en matière se dit, mais quelle est la réglementation la plus contraignante? On va prendre celle-là, en sachant que si on est en phase avec cette réglementation-là, on n'aura pas de problème ailleurs. Mais d'un côté, ce qui est intéressant pour les consommateurs parce que ça protège, d'un autre côté, ce qui est assez bizarre, c'est qu'évidemment, dans les pays qui sont moins contraignants, on va quand même devoir, enfin en tout cas les utilisateurs, utiliser une réglementation qui n'est pas celle du pays, mais celle du pays dans lequel on a été le plus loin. Donc, il y a une espèce d'égalité. Un peu gênant, mais qui pourrait peut-être être rassurant pour le consommateur, mais ça, l'avenir le dira. D'un mot d'aucun, je vous recommande de lire cet ouvrage pendant les vacances afin de sortir protégé contre tous les risques inhérents à Internet et à la vie privée. Un dernier mot sur la nouvelle loi sur le commerce électronique en Belgique. Oui, on ne voulait quand même pas terminer la saison sans parler de cette loi qui est assez fondamentale, puisqu'en fait, la loi belge sur le commerce électronique a vu le jour depuis sur le commerce électronique, donc elle est tout à fait applicable en Belgique. Alors juste pour vous donner un exemple et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur la question de Xavier, chacun des États membres a le pouvoir de changer un petit peu ou d'adapter. Alors la Belgique, qui n'est jamais en retard de subtilité, a changé un mot, pour vous donner un exemple. Et donc en fait les communications électroniques dans la directive devaient être identifiées, c'est-à-dire que si on envoie un email publicitaire, il fallait dire ceci est une publicité dans le corps de l'email. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une publicité sur Internet, c'est-à-dire un bandeau, c'est-à-dire un pop-up, c'est-à-dire un skyscraper, c'est-à-dire enfin, tout ce qu'il y a comme publicité, il faudra obligatoirement le mot publicité, et non seulement ça, mais aussi la société qui l'a fait. Ah oui, d'accord. Alors, ce qui évidemment rend les choses relativement compliquées, on sera le seul pays à mettre ça en place, donc pourquoi alors, dans le cadre de ces négociations, on est arrivé à ce niveau-là? Ça démontre deux choses. D'abord que, je crois, le secteur concerné de mois qu'on en discute, et qu'on va probablement se retrouver dans la même situation que la loi sur la vie privée, c'est-à-dire une loi qui est applicable, pour laquelle il y a des sanctions, mais qui sera probablement pas appliquée. D'accord. Nous allons jouer maintenant, enfin ils vont jouer, un jeu Underground Ikaruga. Oui, en fait, Ikaruga, c'est un jeu qui est un peu attendu comme le Messi des shoot 'em up pour une espèce de joueur en voie de disparition, pardon. Ouais. Distinction. Comme un dernier sursaut d'Atari pour la console de Sega. Je suis tout seul là. Non, c'est moi. Start. Start. Voilà. T'es déjà mort une fois, donc c'est ça. C'est le bouton blanc. Voilà. Donc, au départ, Ikaruga pourrait se présenter comme un simple jeu de shoot. Il y a un principe assez particulier qui en font un jeu extrêmement difficile. La différence avec les jeux de shoot classiques, c'est qu'il les deux joueurs, donc Brice et JC, ont chacun, pour l'instant je crois qu'il y a que JC. Oui, Brice, je ne sais pas où il est. Il y a une couleur qui définit le joueur et les ennemis. Il y a donc une couleur qui est le blanc ou l'autre le noir, enfin plutôt bleu et rouge. Ouais. Et ça permet soit d'affronter des ennemis qui ont également un système de polarité, bon c'est un peu compliqué, les ennemis ont également une couleur, le bleu ou le blanc. Quand on est dans la même polarité que sans détruire le vaisseau qu'on commande.
Donc ça donne quelque chose d'assez intéressant et très particulier, puisqu'on doit constamment jouer avec ce système de polarité pour attaquer et se défendre. D'ailleurs, ce jeu de shoot, pour les plus dingues d'entre nous, on pourra même carrément terminer le jeu sans tirer un seul laser. Je veux dire, simplement en switchant de polarité et encaisser tous les missiles ennemis. Le fait d'encaisser ces missiles permet de missiles surpuissants pour détruire tout ce qui est à l'écran, hein, comme le veut tout bon jeu de shoot. Et ça passé le premier niveau. J'ai passé le premier niveau, et grâce à toi. Mais parce que même si le principe est vieux comme le monde, c'est extrêmement difficile. Il y a pas mal c'est dur, c'est dur. Il y a pas mal de petites particularités qui, pour gagner en crédit et en durée de vie, par exemple, pour remercier les plus courageux d'entre nous, on gagne un crédit. Sans y jouer pendant une bonne journée de farniente, ça ne marche pas. C'est 1 heure de jeu effective et la console augmentera de crédit qui permettra de poursuivre l'action et d'aller plus loin. Donc aussi, c'est assez particulier ce genre de jeu, on n'en voit plus beaucoup. C'est génial. Et c'est complètement old school. Aussi petit rapport. Particularité du titre, c'est sa présentation verticale comme ça. Bon, même si le jeu est bardé de deux bandes noires de plus dingues d'entre nous prêts à sacrifier leur téléviseur, on a la possibilité de jouer comme ça, de renverser l'écran dans le jeu, et donc pour suivre l'action, il faudra également encaisser ce petit supplice à son tube cathodique, ce que je ne vous recommande pas. Non, mais c'est pour jouer couché dans le lit, tu sais, tu te mets sur le côté comme ça, en position fétale, là, t'es prêt à tirer. Donc voilà. Écoutez, c'est Ikaruga. C'est intéressant, c'est disponible sur C'est le moment de vous offrir les cadeaux. Brice. Oui, et cette semaine, Xavier Photohall, qui nous a accompagnés toute cette saison, nous offrira 2 GSM Sony Ericsson T100. C'est juste. Alors voilà, ils sont ultra fins, légers, ils ont la fonction WAP et vibreur. ils téléphonent. Incroyable. Et un super écran bleu. Voilà, donc ce sont des Sony Ericsson T100. Alors il y a une question sur le site cybercafé.tv. Vous devrez indiquer qui a gagné. Non mais tout le monde sait que ça n'est pas moi. Voilà. Et puis Jacques Felon n'est pas venu les mains vides, puisqu'il a amené 3 exemplaires de Internet et vie privée en Belgique. Faut-il avoir peur? Voilà. Et nous aurons donc 3 exemplaires à gagner. Il y aura aussi une question très difficile. Quel est le prénom du peintre homonyme de Jacques Felon? Voilà. Ouh là là, c'est difficile, hein? Oh non, quel est le prénom du peintre homonyme de Jacques Felon? Voilà, ils n'ont pas fonctionné. Donc on refait les concours. J'ai essayé de les mettre en ligne, mais ça a raté. Excusez-moi. C'est ça. Ben voilà, il faut bien que je sois indispensable pour au moins une chose dans cette émission. Donc nous avons à nouveau 3 jeux Splinter Cell pour GameCube et 2 jeux Splinter Cell pour Game Boy Advance. Et la question est, quel est le nom de la filiale de la NSA qui est concernée par le jeu, correct? C'est ça. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. J'étais pas là, je m'en souviens. De freelanceur pour PC. Ah bon, j'ai merdé là-dessus aussi. Ouais, d'accord. Voilà. 5 exemplaires de freelanceur, ce jeu absolument incroyable. J'ai vu quelques images absolument incroyables. Et la question est, quel est le nom du héros que vous incarnez dans Freelanceur? Ce n'est pas Bug Danny. Non, et ce n'est pas mon oncle. D'accord. Voilà, c'est la fin de cette émission. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, non. Hein, j'ai oublié quelque chose? Bah, tu as oublié que tu t'en vas. Ah oui, oui, non, moi je m'en vais. Oui, oui, quand tout à même. fait. Quelque chose comme 6 mois. tout nouveau, tout fantastique, neuf, tout beau, fantastique, qu'on va vous te avez retrouvé dédicacer. le même. Voilà. C'est le modèle de luxe, il y a une petite particularité. C'est le poète d'or. Voilà. Voilà Xavier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dirais ce n'est qu'à nous revoir. Oui, oh bah oui, c'est ce qu'il faut dire dans ces cas-là. Donc, qu'est-ce que c'est? Oui, d'accord. La saison prochaine, Cybercafé.
On vous souhaite de bonnes vacances, n'est-ce pas, à tout le monde. À l'année prochaine. Et donc, voilà. à l'année prochaine pour la suite de Cybercafé Si vous êtes blonde 2.0. et que vous voulez présenter l'émission, n'hésitez pas à nous contacter. Quel sexiste.